Donc, bonjour à tous, je suis Sophie Mermaz, responsable du bureau de la Chambre de commerce à Hanoï. Merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire aujourd'hui. C'est une mini-formation, optimiser votre gestion de projet. Merci à notre formateur aujourd'hui, François Burnichon. François, Bonjour à tous. vous êtes fondateur et directeur de Aptech. Vous êtes près de Paris, c'est ça? C'est ça, au sud de Paris. Tout à fait. L'idée aujourd'hui, c'est de nous proposer un sujet intéressant, un sujet d'actualité, puisque la gestion de projets, notamment en temps de crise, nécessite une expertise particulière. Nous allons voir avec vous, François, aujourd'hui quelques points, quelques bonnes pratiques. C'est en fait un avant-goût des formations que propose Aptech. Avant de vous laisser la parole, je vais faire une brève présentation de la Chambre de commerce pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, voilà. La Chambre de commerce, c'est 300 membres. Nous faisons partie de la Chambre de commerce européenne, Eurocham, avec 1000 membres. Également partie d'un réseau de chambres de commerce françaises, de 124 chambres de commerce françaises dans 93 pays. Nous sommes une plateforme d'échange, un club d'affaires qui propose des postes de travail et des événements tout au long de l'année, en présentiel quand c'est possible, et sinon, comme aujourd'hui, en virtuel. Nos services, c'est du conseil aux entreprises, de l'appui aux entreprises, que ce soit des entreprises françaises qui souhaitent se développer au Vietnam, développer un courant d'affaires, s'implanter au Vietnam également, du soutien administratif, de la communication, des événements, des comités sectoriels, du conseil en RSE, de l'assistance au recrutement et à la formation. Il est vrai que dernièrement, en raison de l'actualité, nous avons dû adapter notre activité, nos actions. Donc, tout d'abord, nous avons lancé un sondage auprès des entreprises et publié les résultats afin d'avoir un retour et de mieux comprendre et visualiser l'impact de la crise sur nos membres afin de pouvoir adapter notre activité et nos services. Nous proposons maintenant quotidiennement un fil d'actualité lié au Covid-19 qui est disponible sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Également, nous avons créé un bulletin d'information, le Support Our Business Community, qui met en valeur les services et les produits de nos membres au sein de la communauté d'affaires. Enfin, une offre de formation en ligne et de webinaires gratuits qui est disponible pour tout le réseau de la communauté d'affaires française. Voilà pour ce qui est de ma rapide présentation. Ce que je voulais souligner avant de vous laisser la parole, François, c'est que chacun des participants peut poser des questions en les tapant sur le lien disponible juste en bas d'écran, questions et réponses. Posez vos questions, nous y répondrons au cours de la présentation ou à la fin, donc n'hésitez pas. Je vous laisse maintenant contrôler l'écran. François, pour votre présentation. Je vais enchaîner. Voilà. Et est-ce que vous voyez maintenant la présentation en plein écran? Parfait. Sophie, par contre, on ne vous entend plus. C'est parfait, on vous voit bien. Voilà, parfait. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'avoir été invité par la CCIFV et Sophie. Donc, merci à elle en premier pour avoir l'occasion de vous rencontrer, même si c'était initialement prévu en vis-à-vis et qu'on le fait à distance aujourd'hui. On va essayer de conserver une bonne richesse d'échanges et une bonne densité de communication et d'information à vous livrer. C'est important pour moi. J'aime passer quelques messages. Alors, comme Sophie l'a indiqué,
On ne va pas, au cours d'une petite heure, on ne va pas balayer tous les aspects de la gestion de projet. Mais on va avoir quelques petits points de surveillance sur lesquels je veux insister. Qui je suis? Donc, je suis, comme Sophie l'a dit, le fondateur et gérant de la société Aptech. Notre petit slogan, c'est Organize like a German, be creative like a French and work hard like a Chinese. Je réfute un petit peu le terme de consultant parce que j'aime pas tellement ce terme-là. On est plutôt des facilitateurs. Et notre mission, c'est de construire l'adhésion des personnes au projet et aux changements qui en résultent. Et surtout, on est très hands-on, comme on dit, les mains dans le cambouis. Ce qu'on aime, c'est garantir que les choses soient faites, c'est-à-dire qu'on est à côté de nos clients et on n'est pas simplement en intervention ponctuelle en leur disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Notre spécialité, c'est la gestion de projets multiculturels. Pourquoi? Déjà parce que j'aime ça. Donc, ça a été l'ADN d'Aptech dès le début, dès la fondation, il y a une dizaine d'années. Et donc, on est amené à travailler avec presque toutes les nations du monde. Actuellement, beaucoup avec des Américains, des Anglais, des Français évidemment. Dans le passé, des Italiens, des Allemands, des Chinois aussi, donc pour les cultures asiatiques, l'Afrique du Nord. Donc, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise que de rejoindre les cultures au sein d'un même projet et faire en sorte qu'elles collaborent de manière harmonieuse et efficace. Donc, gestion de produits industriels, c'est un petit peu la conséquence de ça. C'est là aussi le résultat de 20 ans de parcours industriel dans mon cas. Et puis, ce qui résulte évidemment de ça, parce qu'on ne fait pas de gestion de projet, on ne fait pas de gestion de produits innovants sans savoir manager et conduire le changement. Donc voilà pour l'ADN de l'entreprise, le bonhomme que vous avez en face de vous. Alors pour aujourd'hui, comme je disais, le thème c'est optimiser. Optimiser, dire c'est pas balayer l'ensemble de tout ce qui doit être fait dans une gestion de projet. Pourquoi? Parce que, premièrement, un cours simplement sur la gestion de projet, c'est un grand minimum de 2 jours. Et encore, on ne fait que balayer les must-have de la gestion de projet. Donc, j'ai arbitrairement choisi un certain nombre de pistes d'optimisation que je tenais à vous communiquer aujourd'hui. La première, c'est quand même un rapide balayage des méthodes de gestion de projet. Il ne faut pas partir sans méthode, il faut avoir l'idée de la manière dont on va faire les choses. C'est tout de même beaucoup plus efficace. La deuxième partie sur laquelle je veux insister avec vous aujourd'hui, c'est l'initiation. Ça, vous allez voir que de mon côté, c'est un point que je considère absolument fondamental, le temps qu'on passe à initier le projet. La troisième sous-partie de ce webinaire, ça sera planifier et construire les KPIs. Là aussi, c'est un point que sur lequel j'ai voulu mettre l'accent. C'est important parce que on ne va pas pouvoir réguler une trajectoire de projet sans mesurer précisément ce qu'on veut faire. J'ai regroupé tout ça dans la moitié de la thématique, c'est prévenir l'inattendu. Donc, on travaille. On travaille sur la préparation. On essaye de prévoir tout ce qui peut arriver sur le projet. Et puis, le problème, c'est qu'un projet, parfois, ça part en cacahuète. Pardonnez-moi la familiarité de l'expression, mais je préfère être clair. Il y a des fois, ça part sérieusement dans une direction qu'on n'avait pas escomptée. Et quand je dis il y a des fois, c'est la plupart du temps, on se heurte à des difficultés que malgré tout, on n'avait pas anticipées. Donc, on va voir comment gérer ça. Un point d'accroche que je veux partager aussi avec vous, avec beaucoup de conviction et beaucoup d'intensité, c'est l'humain. L'humain dans le projet, pour moi, c'est le sang qui irrigue le projet. Je vais y revenir et vous allez voir à quel point moi, je considère que c'est important et je vous engage à faire de même. Enfin,
pour terminer, j'ai appelé ça un bain d'agile. Ce n'est pas un bain d'argile, c'est un bain d'agile, de telle manière à vous communiquer la nécessité d'être agile et d'être capable de réagir finement en cours d'exécution de projet. Et ça, je l'ai regroupé, donc ces 3 petits sous-thèmes, je les ai regroupés dans gérer l'inattendu. On essaye de le prévenir, il va arriver, on est capable de le gérer. Voilà les points que je veux vous partager avec vous aujourd'hui. Alors, les méthodes de gestion de projet. Des méthodes, il y en a comme s'il en pleuvait, en fait. Parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se penche sur la question, il pond une méthode, il invente une méthode. Alors, je vous cite en vrac celles que moi je connais, que je pratique, dans lesquelles que j'utilise au quotidien. Il y a le PMI, donc Project Management Institute. Il y a Prince2, il y a Waterfall, il y a Lean, il y a Scrum. J'ai mis 3 points de suspension. Vous avez une ribambelle de méthodes de gestion de projet. Et alors, évidemment, le novice qui se pointe et qui voit tout ça quand il fait une petite recherche sur Net, il me dit « Oui, mais c'est bien gentil, François, mais laquelle est la meilleure ?» Et évidemment, c'est la question qu'on se pose. Donc, évidemment, je vais apporter une réponse. Et cette réponse, il est probablement plus facile de répondre à la question « C'est quoi le sens de la vie ?» que « C'est quoi la bonne méthode de gestion de projet ?» Donc, ne me prenez pas pour un gourou, merci. Moi, je ne sais pas répondre du tout à cette question. Quelle est la meilleure méthode de gestion de projet? Parce que probablement, cette réponse, je ne pense pas qu'elle existe. S'il y a quelqu'un qui vous apporte une réponse ferme et définitive à cette question, je ne vais pas vous dire méfiez-vous, mais il y a quand même de sérieuses chances que cette personne ait un parti pris. C'est que, par exemple, lui s'appuie uniquement sur cette méthode. Ça peut être aussi toutes les entreprises qui proposent des softs, à commencer par Microsoft Project, qui proposent des softs pour gérer les projets. Attention, si vous appuyez sur une seule méthode, il y a quand même des chances que, justement, ce n'est pas forcément mauvais, bien sûr, parce qu'il y a des tas de gens qui utilisent une seule méthode pour gérer un projet. Ce que Aptech pratique et ce que Aptech prétend, et moi-même surtout, c'est que ça ne sera pas optimisé. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, on pioche dans une ou l'autre des méthodes. On a essayé de les étudier, peut-être pas à fond, mais on en a une bonne connaissance. Et surtout, on rajoute une louche, une bonne dose de méthode GBS. Alors là, la méthode GBS, vous en avez peut-être entendu parler. Moi, c'est une méthode qui m'a été enseignée par mon grand-père. Ça s'appelle le gros bon sens. Donc, quand on utilise une méthode, quand on utilise quoi que ce soit, quel que soit l'outil que vous utilisez pour gérer votre projet, n'oubliez pas de prendre du recul. N'oubliez pas de faire jouer vos petites cellules grises, comme disait Hercule Poirot, et n'oubliez pas d'utiliser votre bon sens pour dire, voilà, est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est applicable dans notre cas présent? Je vais vous donner un exemple. J'ai une vieille DS Citroën dans mon garage. La 4e bougie du moteur, elle est complètement sous le pare-brise. Si vous n'avez pas le bon sens de changer votre clé à bougie au moment où vous voulez démonter cette bougie, vous n'allez jamais y arriver parce qu'avec une clé à bougie ordinaire, vous n'y arrivez pas. Comme vous l'avez entendu en préambule, il y a un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la préparation, l'initiation du projet. Il y a Benjamin Franklin qui disait « If you fail to prepare, prepare to fail ». C'est extrêmement important de se préparer au projet et de se préparer de manière la plus exhaustive possible. Quand je dis la plus exhaustive possible, ce n'est pas toujours possible de tout prévoir et on va voir que ça n'est même pas possible. Mais tout ce que vous avez déjà exploré, c'est bon à prendre. Un deuxième Américain qui me sert un petit peu de phare aussi là-dessus, c'est notre ami Abraham Lincoln, qui disait textuellement « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre et je passerai les 4 premières à affûter ma hache ». En d'autres termes, si vous avez les bons outils, si vous êtes bien préparé, il y a des chances que ça se passe bien. Il y a des chances que ça se passe bien. Si vous êtes mal préparé, si vous zappez cette étape de préparation,
vous allez droit dans le mur. Et là, je suis extrêmement affirmatif là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui émergent dans un projet qui sont la conséquence d'un manque de questionnement initial, de ne pas se poser les questions ou de poser les questions autour de vous. Et en particulier, moi j'avais un autre exemple, il y avait un vieux responsable d'assurance qualité au début de ma carrière, donc ça, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il disait, c'est curieux quand même, François, on n'a jamais le temps de faire bien les choses, mais curieusement, une fois que ça part mal, on a toujours le temps de les refaire. Donc, inspirez-vous aussi de ce vieux gars qui est à la retraite depuis bien longtemps, mais essayez de prendre le temps de bien faire les choses, et en particulier en phase initiale d'un projet. La première chose à faire, c'est échanger abondamment avec votre sponsor. Alors, dans un projet ordinaire, le sponsor, je ne sais pas si vous êtes averti de ça, c'est votre donneur d'ordre. C'est le gars qui vous a dit, ben voilà, tu as gagné le droit d'être chef de projet sur tel ou tel chantier, par exemple. C'est toi qui vas mener le chantier de creusement du tunnel du métro de Hanoï. Bravo, mais par contre, le chef, c'est moi. Ça, c'est votre sponsor. Si vous êtes entrepreneur, votre sponsor, c'est le marché. C'est lui qui va vous dire quoi faire. Donc, il faut échanger, en phase initiale en particulier, échanger énormément, abondamment avec votre sponsor. Posez-lui toutes les questions qui vous passent par la tête. J'ai un petit slogan à vous laisser aussi. Si le sponsor n'a pas envie de vous mettre dehors de son bureau à coups de pied aux fesses, c'est que vous n'avez pas posé à cette question. Donc, posez-lui des questions. Levez toutes les ambiguïtés. Essayez de savoir ce qu'il a dans la tête quand il dit quelque chose, parce que c'est parfois les signaux faibles qui vont vous dire ce que vous avez réellement à faire sur ce projet. Donc, l'échange en phase initiale en particulier, c'est absolument crucial. Et plus généralement, avec tous ceux qui sont les stakeholders, donc les parties prenantes de votre projet, échangez. Prenez le temps au début du projet de faire ce travail. Le deuxième point que je veux mettre en valeur aussi, c'est fixer avec lui, et en particulier avec lui, des objectifs qui sont MARS. On dit SMART aussi parfois en anglais. Donc l'acronyme veut dire mesurable. Donc un objectif mesurable, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose par définition que sur lequel vous pouvez mettre une grandeur. Je vais vous prendre un exemple. Si votre projet, c'est de monter une filiale à Hanoï, de monter une branche à Hanoï, votre mesurable, ça peut être un volume de vente. Ça peut être le nombre de prospects que vous avez déjà contactés ou que vous devez contacter. Ça peut être le nombre de trade shows auxquels vous allez assister ou que vous allez être présent. Donc, quelque chose que vous êtes derrière lequel vous êtes capable de mettre un chiffre. Ça évite, là encore, les ambiguïtés. Ensuite, un objectif Mars, un objectif attractif. En d'autres termes, si ça n'intéresse personne, si en particulier vous n'êtes pas particulièrement motivé pour atteindre cet objectif, écoutez, il y a quand même des chances que vous y passiez pas beaucoup de temps, quoi. Ça me paraît le minimum que de se dire, ah ouais, j'ai vraiment envie d'atteindre cet objectif parce que ça, c'est un truc qui a de la pêche et j'ai envie d'atteindre cet objectif. Donc, pareil, quand vous les fixez à votre équipe, pensez à ce que ça soit attractif. Réaliste, réaliste, c'est un petit peu le contre-pied de ce que je viens de dire. Si votre sponsor, il vous dit tu vas rire François, tu as $50 et il faut que tu me construises un vaisseau spatial pour explorer la face cachée de la Lune. $50 ? Vaisseau spatial, ok, pas réaliste, je ne vais pas consacrer une demi-seconde à ce projet ou à cet objectif. Ça ne rime à rien. Si votre objectif n'est pas réaliste, si on sait depuis le début que de toute façon, ça n'est pas accessible, vous perdez votre temps. Vous perdez littéralement votre temps. Dernier point, très important, c'est que cet objectif, il doit servir votre business. Il doit servir l'activité pour laquelle vous avez été mandaté. Je reprends mon exemple de creuser un tunnel pour le métro de Hanoï. C'est un objectif qui est significatif. Vous contribuez au développement de votre entreprise, vous contribuez également au développement de la ville. C'est quelque chose qui, en plus d'être attractif, est quelque chose qui se verra.
Et puis, un point sur lequel, là encore, on n'insiste pas toujours assez avec son sponsor, et quand je vous disais lever les ambiguïtés, quand vous avez des suppositions, parce que évidemment, vous ne savez pas tout au début d'un projet, vous ne savez pas tout, c'est pas possible. Donc, quand vous supposez les choses, quand vous avez des contraintes en disant, bah oui, je pense qu'à mon avis, on va être contraint par ça, ça et ça. Par exemple, on a un risque que politiquement la situation se retourne et que le fait de monter cette branche au Vietnam, bah, ça soit contraint par une modification de la réglementation. Écrivez-le. Écrivez-le quelque part dans votre project charter, dans la charte du projet. Écrivez que vous avez supposé que le contexte politique va être stable pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps du projet, ou 6 mois. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'identifier ces suppositions ou ces risques, mais c'est surtout de les formaliser, parce que après vous pouvez y revenir. Vous pouvez y revenir soit en mode panique en disant, bah oui, je vous avais bien dit, je vous avais bien dit, c'était une supposition, elle ne s'est pas avérée. Bon, voilà, ça c'est un petit peu la manière de vous couvrir, mais c'est aussi la manière de revenir à ces outils de telle manière à piloter le projet quand la situation évolue. Alors, il y a un levier que moi je considère comme extrêmement puissant, c'est celui de multiplier les livrables. Qu'est-ce qu'un livrable sur un projet? Ça peut être un livrable matériel, donc la livraison de ce que vous avez à produire en termes de produits ou de services à l'issue du projet, mais ça peut être aussi des livrables intermédiaires, et c'est surtout là-dessus que j'insiste. Ça peut être une maquette, ça peut être un prototype, ça peut être un first article inspection, donc le premier article que vous sortez de votre atelier, localisé au Vietnam. Ça peut être les phases d'un ouvrage, bah, quand vous avez fini les murs, quand vous êtes là en train de poser vous avez fini de poser la toiture. Donc, ça peut être aussi le démarrage opérationnel de votre organisation. Vous avez un nombre de personnes qui est opérationnel et vous commencez à travailler. Donc ça, c'est un livrable, et ce que je vous engage à faire, c'est de les multiplier. Donc, un livrable assorti d'une échéance, ça aide à quantifier les objectifs. Ça aide à représenter un certain nombre de jalons temporels dans le projet. Ça aide à clarifier le sujet avec votre sponsor. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez que je livre? OK, à la fin, mais aussi au milieu. Et à partir du moment où vous êtes d'accord sur ce que vous avez à livrer, vous levez des ambiguïtés, vous levez des possibles sujets de conflit, et vous avez une chance d'identifier ce qui est susceptible d'altérer ou de menacer ce livrable. Et donc derrière, le planning et le plan de ressources prévisionnelles, il sort tout seul. Vous n'avez même pas à le formaliser. Il va sortir tout seul à partir de ces livrables. Vous savez ce que vous avez à faire à partir de ces livrables intermédiaires. Et puis, un point sur lequel j'insiste, c'est qu'un projet qui est sans livrables nombreux, et j'insiste sur le nombreux, il a de sérieuses chances de mobiliser, d'intéresser personne. En gros, bah oui, François, ouais, on lui a confié le projet de monter une branche au Vietnam. Ah ouais? Et ça va se passer comment? Ben non, on ne sait pas. Il a une branche, de l'entreprise à monter au Vietnam. Ah bon? Bah, si vous arrivez à motiver quelqu'un autour de quelque chose d'aussi flou et d'aussi peu précis et d'aussi lointain dans l'idée, bravo, bravo. Moi, j'y arrive pas personnellement. Donc, le risque, c'est entre autres de ne jamais finir, et puis surtout d'avoir des sérieux coups, dérives sur les coûts, sur le délai, voire carrément d'échouer. Donc, multiplier ces livrables intermédiaires, ça va vous permettre de savoir où vous allez et de bien mieux définir où vous allez, parce que ça permet d'identifier très vite, quand vous avez un livrable intermédiaire, les dérives par rapport au planning, par rapport au budget. Pour moi, c'est un outil de prévention absolument indispensable. Une partie de cette préparation, c'est la planification, c'est les KPIs. Alors, planification, attention avec le terme. Planifier, ce n'est pas simplement mettre en place le planning. On a un petit problème avec le vocabulaire français de ce côté. Le planning, c'est l'aspect, on va dire, temporel. Mais la planification, c'est planifier, déterminer quelles sont toutes les ressources pour servir votre projet et la manière dont vous allez le piloter. Donc, la première chose à faire quand vous avez à planifier votre projet, c'est de ne pas perdre de vue les objectifs de votre sponsor.
Votre sponsor, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez? Ben, il veut que vous posiez votre avion ici, sur cette piste. C'est ça votre destination finale. Vous avez à vous poser de manière sûre sur cette piste. Et c'est comme ça qu'il va mesurer la réussite ou l'échec de votre projet. C'est sûr que les livrables intermédiaires dont je viens de parler, c'est important, c'est même très important, mais la réussite ultime du projet, le fait que vous allez avoir une belle médaille là, en disant le mec il a réussi le projet, pourtant c'était difficile, et ben, c'est effectivement le fait d'avoir posé votre avion, d'avoir posé votre projet en respectant les objectifs, que ça soit budgétaire, temporel ou de livrable. Et c'est à ça que votre sponsor va mesurer, ou votre marché va mesurer la réussite de l'entreprise. Le problème, c'est que c'est un peu, on va dire, c'est un peu vague. Si vous êtes à Paris et que vous décollez, la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Hanoï, elle n'est pas très visible depuis Paris. Enfin, personnellement, je ne la vois pas. Donc, il va falloir mesurer par rapport à ces points intermédiaires, donc les livrables dont je parlais, et par rapport à votre trajectoire. Et ça, ben, c'est votre indicateur, c'est les indicateurs que vous voyez là. Donc, pour conserver la métaphore de l'aviation, si vous voulez vous poser comme il faut, il va falloir que vous surveillez en permanence l'assiette de votre avion, votre vitesse, le cap, et un certain nombre de paramètres de navigation qui vont vous permettre de dire oui, c'est bon, je suis en route pour le seuil de piste parce que j'ai la bonne altitude, j'ai la bonne assiette, j'ai la bonne vitesse, j'ai le bon cap. Et donc ça, c'est votre moyen de contrôle en cours de trajectoire et c'est ça vos KPIs. Et il va falloir que vous imaginiez pour votre projet un certain nombre de KPIs. François, je vous interromps juste pour vérifier si on a peut-être des questions à ce stade de la présentation. Alors, avant de développer davantage, je m'adresse aux spectateurs. Avez-vous une idée de KPI qu'il faut mesurer pour conduire le projet? Donc là, si vous voulez interagir, n'hésitez pas à venir en commentaire ou en question. De toute façon, on va faire quelques pauses comme ça au cours de la session pour permettre un petit peu d'interaction si besoin. Bon. C'est bon? Oui, alors, j'ai une question. François, est-ce que le budget est un KPI? Alors, le budget on va le voir très rapidement, le budget est plus exactement, les dépenses sont incontestablement un KPI, absolument. Mais c'en est qu'un parmi d'autres. Très bien. Vous allez voir. On va peut-être continuer. Il y a aussi une autre façon d'interagir, c'est de lever la main. Si vous voulez, n'hésitez pas. On peut également s'arrêter au fil de l'eau. Donc voilà, je vous relaisse la parole, François. Allez, et ben voilà, je vais vous communiquer un petit peu la vision des KPIs. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir mesurer effectivement? Parce que le budget, ben bravo, effectivement, c'est forcément un des KPIs que vous allez mesurer. Il y en a beaucoup d'autres. Ça peut être typiquement de deux catégories. Il y a des indicateurs, donc un key indicator qui peut être livré lié au livrable final. Typiquement, si vous développez un produit, votre produit, à l'issue du développement, va avoir un certain nombre de performances. Donc, les performances intermédiaires vont très clairement être des livrables qui vont être liés à ce livrable final. Alors, ça peut être des performances de prototype, de maquette, ça peut être des résultats de test. Tout ce qui est livré, tout ce qui est lié, je ne vais pas y arriver, à ce livrable final, essayez, là encore, de définir quelles sont les performances intermédiaires ou les points intermédiaires par rapport à ce livrable final que vous devez atteindre. La livraison d'un prototype, c'est un livrable, définitivement. La livraison d'un compte-rendu d'essai, c'est un livrable. Si le projet a pour objet de monter une filiale, par exemple, à l'étranger, ça peut être le volume de vente. Qu'est-ce que vous avez comme volume de vente actuellement?
quels sont vos coûts, et on revient au budget, excellente introduction, on revient au budget, quels sont les coûts que vous avez déjà engagés pour mettre en place cette filiale? Quels sont les coûts produits par rapport aux produits, aux services que vous proposez sur le marché? Et évidemment, quelle est votre marge? Il peut y avoir des indicateurs de qualité comme les taux de non-conformité, des taux de rebut. Et donc, comme je disais, plus généralement, tout chiffre qui a un lien de conséquence avec le livrable final. Un point important, et je dirais, c'est une sensibilité personnelle parce que je travaille énormément sur les supply chains, et en particulier les supply chains internationales. Pensez aux indicateurs que vous allez demander ou suivre de la part de vos fournisseurs, de la part de votre supply chain. Eux aussi, quand vous êtes en projet et qu'ils vous fournissent une partie de ça, demandez-leur de suivre des KPIs. Parce que si vous ne savez pas ce qui se passe, un petit peu ce qui se passe chez eux, il va vous tomber un jour un fournisseur qui ne sera pas capable de vous livrer, vous ne l'aurez pas vu venir, et vous vous retrouvez dans une situation délicate alors que apparemment tout se passait bien et tout allait bien au niveau de vos propres KPIs. Le deuxième, c'est les indicateurs, deuxième typologie, c'est les indicateurs qui sont liés à la progression du projet, l'organisation. Si vous vous rappelez de l'écran précédent, ben c'est tout ce qui vous permet de piloter votre projet, donc votre équipe, ce que je vous présentais comme l'altitude, l'assiette de l'avion, la vitesse, etc. En termes projet, ben, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage d'achèvement des tâches. Vous en êtes où sur telle tâche? Vous avez déjà découpé, si vous m'avez écouté un petit peu, vous avez déjà découpé votre projet en livrables élémentaires et en tâches élémentaires. Ben, on en est où de ces tâches intermédiaires? Le ratio entre les risques que vous avez identifiés et puis ceux que vous avez traités, ceux que vous avez donc réduits autant que possible. Qu'est-ce qui vous reste? Quels sont les risques résiduels du projet? Donc ça, c'est pareil, c'est un indicateur de pilotage comment dire, impératif. Et puis, le coût du projet par rapport au budget, on en a déjà un petit peu parlé, c'est évidemment un point important. Alors, je vais vous montrer ici, bah ça c'est tiré de la vie réelle, c'est un tableau de bord. Alors, un tableau de bord projet que j'ai utilisé l'année dernière. J'ai évidemment anonymisé le truc puisque c'est confidentiel, mais voilà comment on peut suivre la progression du projet. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est les indicateurs qui vous permettent de suivre la bonne santé de votre projet. Ce n'est pas les indicateurs qui sont liés au livrable, parce que ceux-là, évidemment, sont confidentiels et c'est difficile à partager. Mais voilà, qu'est-ce que je suis sur un projet? Eh ben, on retrouve l'aspect budget, donc le budget qui est ici sur une courbe, et nos dépenses à ce jour. Donc là, vous voyez, on a quand même dépensé plus d'argent que ce qu'on avait identifié. La raison, à l'époque, ben, c'était simplement qu'on avait anticipé un certain nombre d'activités, en particulier des activités d'essai, et que par rapport au budget du projet, ben, on était en avance. Ensuite, pour vous dire, le budget s'est ramené sur la courbe en bleu. Mais voilà, on sait déjà, alors qu'on en est à la moitié du projet, on sait, ah, attention, on a un petit warning sur notre budget. Sur les risques ici, donc le nombre de risques qui était évalué à plus de 0,3 sur 1, ben, en Q1 on avait un nombre important, en Q2 ben, on était plutôt sur la bonne voie. Les man-hours qu'on dépensait sur le projet, donc les internes, les extras, donc tout ce qui était heures supplémentaires, et puis ce qu'on avait contracting. Ça, en contracting, très honnêtement, c'était mes heures. C'était mes heures à moi, puisque j'étais en assistance sur ce projet. Et au début, je n'étais pas présent. Et puis, au bout d'un certain temps, ils ont fait appel à nous pour faire en sorte que le projet se déroule mieux. Et ces heures, donc ce budget d'heures de contracting, il apparaît ici. Un point qui est important, c'est la ponctualité des meetings. Ça n'a l'air de rien, mais un projet qui se porte bien, les gens sont tous là quand on a une réunion et ils sont à l'heure. Donc ici, on avait un ratio qui était
pas trop mal sur la ponctualité des personnes, mais on avait parfois des gens manquants sur le meeting et relativement peu de meetings qui ont été annulés ou reportés en raison d'incidents. Donc ça aussi, c'est un indicateur de bonne santé du projet. La ponctualité des actions, quelles sont les actions qui sont à l'heure, quelles sont les actions qui sont en retard, je ne vous fais pas de dessin. Et puis la ponctualité des livrables. Est-ce qu'on a livré les livrables intermédiaires à l'heure ou pas? Là, ça commençait, c'était pas terrible là, sur le Q2. Qu'est-ce que vous remarquez? Je veux vous faire remarquer deux choses là-dessus, deux choses principales. La première, c'est qu'il n'y en a que 6. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas une forêt d'indicateurs. Non, non, il y en a quelques-uns, de telle manière à ce que votre sponsor soit capable, en un coup d'œil, de comprendre si le projet va bien ou si le projet va mal et s'il doit se rapprocher de vous. Donc, il faut l'aider à vous aider. Si vous lui balancez une forêt d'indications, 10, 20, 30 indicateurs, je suis désolé, il doit rendre compte de l'état de votre projet vis-à-vis de sa propre hiérarchie. Il a 5 minutes pour préparer une réunion. Si vous lui balancez 15 slides avec 50 indicateurs, il n'est pas capable de savoir si ça se passe bien ou pas. Donc, soyez synthétique. Aujourd'hui, il faut se limiter à l'esprit humain. Alors, l'intelligence artificielle va peut-être changer ça dans les années qui viennent, mais aujourd'hui, un esprit humain, il est capable, sur une base hebdomadaire, de vraiment bien assimiler 5 à 10 indicateurs. Quand tenez-vous à ça? Les indicateurs de bonne santé du projet, les indicateurs liés au livrable, essayez de vous tenir à ces 5-10 indicateurs. Le deuxième point que je veux vous faire remarquer, c'est qu'ils sont tous sous forme graphique. Alors, on peut faire les entorses si vous avez un tableau qui est très clair. C'est très, très lisible aussi. En 5 minutes, vous comprenez le tableau. Mais attention à l'indicateur piège. Attention au planning que vous affichez qui a 100 lignes sur un slide et qui est complètement illisible. Ça ne sert pas à grand-chose. Pas dire que ça ne sert à rien, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que de toute façon, on n'y voit rien. Donc, soyez synthétique, c'est le premier message. Deuxième, soyez graphique, soyez visuel. Pensez à celui qui va lire. Donc, on a fait des actions préventives. Et donc, il n'y a rien qui peut nous arriver. Hein. On a la formation de la tortue, on est blindé à mort. Il ne va rien nous arriver. On a tellement bien préparé notre projet qu'il ne va rien nous arriver. Désolé, mais laissez-moi rigoler. Laissez-moi rigoler. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va se prendre quelques bonnes grosses baffes en cours de projet. Alors, ce qui nous saute évidemment à l'esprit aujourd'hui, c'est notre notre nature qui remet un peu les pendules à l'heure en nous balançant un petit virus, en nous balançant un petit volcan qui pète. Donc ça, c'est le plus évident, c'est ce qu'on vit actuellement, une énorme perturbation qui provient on va dire, d'une mutation d'un virus que personne n'avait vu venir. Donc, les projets qui courent actuellement, ils sont sérieusement remis en cause par cette petite bête microscopique qui a réussi à désorganiser en l'espace de 3 mois l'économie mondiale. Ça peut être aussi des crises économiques qu'on n'a pas forcément senti venir. Ça peut être des retournements de conjoncture, ça peut être des changements de contexte économique, social, réglementaire. En particulier quand on est exposé à des réglementations qui peuvent changer du jour au lendemain dans les pays très dirigistes. Le Vietnam en fait partie, la Chine en fait partie. Vous pouvez avoir, je vais prendre l'exemple chinois, si M. Xi Jinping décide un beau jour que les règles changent, le lendemain c'est appliqué, vous avez à vous conformer à ces règles et votre projet, il faut sérieusement le réorienter. Donc voilà, vous avez beau vous être préparé, c'est l'impondérable. L'impondérable non seulement est probable, mais je vais dire va arriver sur votre projet. Donc, ça part en cacahuète, comme je disais tout à l'heure. Le bon côté, c'est que premièrement, il y a François Burnichon qui vous a averti, donc vous ne paniquez pas parce que c'était prévu. C'était prévu que ça parte en cacahuète à un moment. Et surtout, vous êtes tellement bien préparé, et c'est pour ça que c'est important que toutes les actions que vous avez faites auparavant,
Elle vous préserve, elle préserve vos neurones, les neurones du chef de projet, les neurones de l'entrepreneur, les neurones de celui qui est aux commandes pour l'essentiel. Détecter la dérive, on a parlé de la dérive budgétaire, la dérive temporelle, dès qu'elle émerge. Pourquoi? Parce que vous avez multiplié les livrables. Donc, dès que ça se passe, vous avez vos indicateurs, vous dites, oh, attention, là, j'ai un truc qui est en train de partir. Vous le savez, vous êtes le premier à le savoir et vous le savez suffisamment tôt. Et surtout, vous savez ce qui dérive et vous savez, après 5 minutes d'analyse, vous savez pourquoi. Parce que vous avez tous vos indicateurs qui vous le disent. Et donc, ça va vous permettre, vous, de vous concentrer sur l'essentiel, c'est identifier et prioriser les actions correctives. Parce que vous allez corriger votre trajectoire. Vous rentrez dans une zone de turbulence avec votre avion, ben vous allez corriger votre trajectoire. Ce n'est pas un drame. C'est pas un drame. C'était prévu. Donc, on ne s'acharne pas sur le plan. On sait qu'on va devoir se dérouter un petit peu. Et donc, le fait de vouloir coller aux objectifs initiaux à toute force, c'est de la perte d'énergie. Ne vous enfermez pas dans les objectifs initiaux. Par contre, ce sur quoi j'insiste, c'est garder vos réflexes de planificateur. C'est-à-dire que vous avez des actions correctives, mais vous allez les planifier. Et vous allez être aussi rigoureux sur la manière de corriger votre trajectoire que sur la manière que vous avez eu de planifier votre projet. Et, pardon, je suis passé un petit peu vite. J'ai un petit acronyme pour ça que j'appelle Chrome. Je vais vous le détailler dans le slide suivant, mais c'est quelque chose pour vous rappeler ce qui, en situation inhabituelle, en situation inattendue, va vous permettre de lister vos actions. Donc, j'appelle ça Chrome parce qu'il faut rester brillant. Hein, et quand ça part en cacahuète, les gens brillants, ils favorisent la communication. Et donc, le C de Chrome, c'est la communication. Il faut informer vos donneurs d'ordre. Il faut les informer en continu ou très régulièrement. Et il faut communiquer avec tous les stakeholders. Stakeholders, je ne sais pas si vous êtes familier de ça, c'est les parties prenantes de votre projet. Donc, tous ceux qui sont impactés de près ou de loin par votre projet, ils doivent être informés par vous de la manière la plus régulière possible, de la manière la plus formelle et factuelle possible. C'est ce que j'appelle éviter les biais cognitifs. Quand vous n'avez pas d'informations, vous faites votre propre film et vous cherchez à confirmer vos intuitions, même si elles sont fausses. Et c'est terrible de se trouver sans information, et en particulier pour votre donneur d'ordre, si vous ne lui communiquez pas la situation très régulièrement. Ce que je fais, ce qu'on va faire, et là où on en est, lui, il va se faire son propre film et il va commencer à dériver par rapport à la réalité du projet. Donc, communiquer, communiquer, communiquer. Le deuxième, et je vais y revenir abondamment juste après, c'est l'humain. Il faut rassurer votre équipe. Il faut la garder à un niveau de stress acceptable. Sinon, elle ne va plus être capable de vous donner ce que vous attendez d'elle. Et comme je disais, il faut maintenir autant que faire se peut des réunions de projet. Négocier ça avec votre donneur d'ordre, même si vous a dit on replie toutes les goals, on arrête tout, on freeze le projet. Non, non. On n'arrête pas tout, on maintient une veille et on maintient autant que possible des réunions, peut-être un peu moins resserrées, mais de telle manière à garder le lien avec l'équipe. Et puis, il ne faut pas nier l'aspect émotionnel. Si vous êtes avec votre équipe, l'aspect émotionnel, il va être bien, il va être géré. Et ça va vous permettre de rester sur le rationnel. Les risques, évidemment, les identifier en équipe, mettre à jour si vous avez tenu un registre des risques au début du projet, il faut le mettre à jour en fonction de ce qui se passe actuellement et puis prioriser vos actions en fonction des risques soit les plus importants, soit les plus imminents. Donc le R du Chrome, c'est mesurer les risques ou les remesurer en fonction de la situation. Un point auquel je suis très très sensible, c'est ce que j'appelle moi chercher la pépite dans la boue. Vous êtes sur un projet qui est impacté par une rupture, par un inattendu fort. Cherchez si ce n'est pas une opportunité. Essayez de trouver ce qui va vous permettre de surperformer par rapport aux concurrents, par rapport à d'autres projets qui se passent en parallèle. Donc, c'est très important de prendre du recul, de faire un pas de côté et dire quelles sont les opportunités qui viennent de cette situation.
et puis capitaliser sur ce qu'on fait bien, ne pas oublier les forces qu'on a. Et enfin, ben, n'oubliez pas non plus, c'est un peu plus évident, n'oubliez pas de maintenir toutes les activités qui peuvent être maintenues, même si on vous a dit on arrête tout, essayez de négocier avec votre sponsor ou négocier avec vous-même le fait de maintenir un certain nombre d'activités, tout ce qui est maintenance en particulier, qui vous permettra de repartir dans les meilleures conditions quand la crise se sera tassée et quand ça ira un petit peu mieux. Et je vais insister beaucoup sur l'humain et sur les opportunités dans la fin de l'exposé. Alors l'humain, est-ce que vous vous souvenez de ce bonhomme qui a posé, je continue avec mes métaphores aéronautiques, est-ce que vous vous souvenez de ce bonhomme qui a posé un A320 sur l'Hudson il y a quelques années? Eh bien ça, c'est le plus caractéristique de l'intelligence humaine par rapport on va dire, à la failure, à la faute des machines. 2 réacteurs en rideau, et il a pris les bonnes décisions de telle manière à modifier sa trajectoire et à sauver l'ensemble de ses passagers. Donc l'humain, quand il s'agit de corriger la trajectoire, eh ben, c'est quand même le plus important. C'est le levier sur lequel vous, en tant que chef de projet, vous allez devoir vous appuyer en permanence. Si vous vous appuyez pas sur l'humain, vous allez faire fausse route. Vous allez faire fausse route. Je vous le dis de manière assez dramatique, mais je l'ai vu tellement de fois au cours de ma carrière. Il y a beaucoup de gens qui voudraient faire croire que la gestion de projet, c'est un problème purement technique. C'est des plannings, c'est des tableaux de bord, c'est des indicateurs. En particulier, quand vous avez quelqu'un qui cherche à vous vendre une solution soft pour gérer les projets, je ne dis pas que c'est inutile, absolument pas. Mais ce que je dis, c'est shit in, shit out. Si vous nourrissez votre logiciel avec des choses qui ne sont pas pertinentes, eh ben, il ne va rien en sortir. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être automatisées. Et puis surtout, ça ne doit pas être uniquement le fait de technicien ou d'ingénieur. Alors là, et pourtant, moi, je suis ingénieur. Je dois vous faire la promotion des sciences de l'ingénieur et de l'intérêt d'avoir un ingénieur à la tête d'un projet. C'est pas dire que c'est inutile, bien au contraire. C'est des gens qui sont en particulier, et pour prêcher pour ma chapelle, les ingénieurs généralistes, qui sont précieux pour avoir une vision transversale du projet. Mais le chef de projet, il doit consacrer 80% de son temps à l'humain, ce qui est humain, ce qui est son équipe. Et puis, j'aurais tendance à dire, à pousser la provocation un petit peu plus loin. Plus un projet est technique, moins on a besoin d'un spécialiste du domaine pour le mener à bien. Pourquoi? Parce qu'un spécialiste, il gouverne d'après son savoir et ses croyances. Elles sont forcément limitées. Vous avez beau avoir un mec qui est très très bon, bah, ses croyances, son savoir, il est limité. Et le pire, c'est que parfois, il est biaisé parce que lui-même utilise un certain nombre de savoirs et il va ramener instinctivement l'essentiel du projet à sa zone de confort, c'est-à-dire à son savoir. Ça peut mener à une catastrophe découverte tardivement, et ça, c'est le pire qui peut arriver sur le projet. Sur les capacités humaines, un non-spécialiste qui sera doté des bonnes qualités interpersonnelles, et j'insiste beaucoup là-dessus, il va avoir l'attitude appropriée vis-à-vis de l'équipe projet. Il va accepter son ignorance, il va être plus ouvert et il fera appel aux experts quand ça sera nécessaire. Si et seulement si c'est nécessaire. Mais il saura connaître les limites de son propre savoir, les limites du savoir collectif à l'intérieur du projet pour faire appel aux experts. Et puis le savoir-être, la maîtrise des relations humaines, c'est la clé du succès. C'est-à-dire qu'en attendant, là encore, que l'intelligence artificielle progresse, on est en train de se poser tout un tas de questions sur la manière de contribuer au projet en utilisant l'intelligence artificielle. Mais pour le moment, et aujourd'hui, 7 mai 2020, il n'y a rien qui remplace la faculté d'adaptation du cerveau humain. Donc, que ça soit pour créer de la nouveauté, avec des séances de créativité, pour que ça soit de la fertilisation croisée, s'inspirer du savoir des autres pour enrichir son propre savoir, pour s'adapter à une réalité changeante et pour gérer l'irrationnel. C'est assez frappant de voir dans la crise du coronavirus actuel à quel point les meilleures solutions ont été trouvées par des hommes en petites équipes qui se sont posées des bonnes questions. Donc, appuyez-vous, s'il vous plaît, appuyez-vous sur l'humain. François, j'ai une question. Est-ce que vous auriez un exemple d'un projet qui part en cacahuète et pourquoi, comment ça s'est passé?
J'ai un exemple qui date d'il y a 6 mois, l'année dernière à peu près, un projet sur lequel j'étais, mené par un gars, on va l'appeler Peter Kay, c'est un Anglais, un gars extrêmement brillant, spécialiste incontesté au Royaume-Uni de son domaine. Je peux vous dire que moi, j'ai été, le nombre de fois où j'ai discuté avec ce gars, il est absolument brillant dans son domaine. J'ai toujours été impressionné. Le problème, c'est que il était tellement sur ses croyances qu'il a mené le projet uniquement en fonction de ce qu'il pensait bon et en étant dans un état autiste complet vis-à-vis des gens qui lui envoyaient des signaux d'alarme en disant ben c'est à mon avis ça va pas marcher parce que moi j'étais un de ceux qui lui envoyait des signaux d'alarme d'ailleurs et comme quoi je suis pas un gourou, je n'ai pas réussi à lui faire entendre ces signaux d'alarme sur le projet. Euh, il a été complètement autiste sur le fait que la conception de son produit était extrêmement brillante, et j'insiste là-dessus, c'est remarquable, ça n'a jamais été fait hein, dans son produit. Je ne peux pas le détailler plus pour des raisons de confidentialité, mais ce qu'il a fait, le produit tel qu'il a conçu, c'est pas une révolution, mais c'est un progrès majeur dans le domaine. Le problème, c'est que son produit, il n'était pas facilement mettable en production et il était absolument intestable. Et le fait de ne pas pouvoir le produire, le fait de ne pas pouvoir le tester, eh ben, ça a mené le projet à une quasi-catastrophe. Et le projet a pris 6 mois à 8 mois de retard, simplement parce que ce gars-là a été focalisé uniquement sur son savoir et en ignorant les inputs des autres, des uns et des autres. Et oui, on a perdu 6 à 8 mois sur le projet, justement à industrialiser ce module et à faire en sorte qu'il soit testable dans des bonnes conditions. Et je répète, ce gars-là est extrêmement brillant. Donc, comme quoi l'équipe est importante tout de même. Comme quoi l'équipe est fondamentale et l'ouverture du chef de projet euh, à tous les inputs qui proviennent de toute l'équipe et de tous les stakeholders est absolument majeur. C'est pour ça que j'insiste autant sur l'humain. Les qualités interpersonnelles, c'est ce qui va faire qu'un projet va réussir ou pas. Si en plus vous avez un top technicien, c'est mieux, mais ce n'est pas forcément ça qui va vous garantir la réussite du projet. Donc attention. Dernier pavé de notre conférence, on est dans les temps, ça se passe bien. C'est ce que j'ai appelé donc le petit bain d'agile. Et le petit bain d'agile, c'est introduire de l'agilité dans votre méthode de gestion de projet. Il y a un risque avec les méthodes linéaires, donc les méthodes traditionnelles, PMI, Prince, Cascade. Ces méthodes-là, elles ont plein de qualités. Il y a un risque très clair au niveau de l'implémentation si vous ne mettez pas les garde-fous qui sont nécessaires. Alors, il y a un petit truc que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, que moi j'aime beaucoup, c'est la différence entre ce que notre client a expliqué. Donc, grosso modo, il voulait une balançoire où 3 personnes puissent se balancer. Donc, et nous, tel qu'on a compris, c'est cette espèce de petit truc un peu bizarre. Puis derrière, justement, on a introduit un architecte système, un petit professeur d'un bus qui nous a dit non, non, attends, j'ai compris ce que veut faire le client, mais voilà ce qu'on va faire. Hein. Nous, on va spécifier ça. Alors, c'est un petit peu bizarre, mais non, non, ça va remplir le besoin, vous inquiétez pas. Donc, à partir de ça, on a eu une demande. Et alors, le problème des méthodes linéaires, c'est qu'elles génèrent assez souvent ce qu'on appelle un effet tunnel. C'est-à-dire qu'entre cette phase de demande et le livrable à la fin, ben, il y a les phases de design, de construction, de test. Et très souvent, on est tenté, en particulier dans les méthodes linéaires, de dire bah, c'est bon, on est la tête dans le guidon, et on y va, on tape dans la butte, on avance, on avance, on avance, et à la fin, on verra bien, Dieu reconnaîtra les siens, et on comptera les livrables et les performances du truc. Le problème, c'est que bah, très souvent, c'est ni conforme ce qu'on fabrique, c'est ni conforme à ce que notre client expliquait, et c'est pas non plus conforme non plus à ce qu'on a spécifié nous-mêmes.
Et puis le pire de tout, c'est qu'en fait, ce que le client voulait, c'est un truc un peu simpliste, certes, mais qui permette effectivement à trois personnes de s'accrocher et de se balancer. Et donc, on a complètement perdu de vue notre donneur d'ordre, notre client final. Et le but des méthodes agiles, c'est justement d'éviter cet effet tunnel. C'est le fait de dire on est en permanence en capacité de s'ajuster en continu par rapport à ce qui se passe sur le projet. Et ça, alors je le présentais dans le fait d'être prêt à gérer l'impondérable, mais comme l'impondérable de toute façon existe toujours sur un projet, mieux vaut prévoir l'exécution d'un projet avec des méthodes agiles, c'est du moins ce que fait Aptech. Hein. Le but, c'est de prévoir l'exécution du projet avec des méthodes agiles pour réagir en continu et avoir cette capacité d'ajustement. Donc, le modèle linéaire ou cascade de la gestion de projet, ça implique typiquement des outils et des processus. Donc voilà, vous avez tel outil, vous avez telle méthode, vous avez tel processus, vous appliquez, boum, 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 on déroule. Ça repose aussi sur le fait de dire, hey, vous n'avez pas fini votre travail tant que vous n'avez pas documenté votre travail. Et c'est tout à fait vrai du reste. Donc la documentation, elle doit être exhaustive. S'il y a un truc qui se passe mal, on arrête tout, on entre en négociation avec le client et ça, la négociation contractuelle. Il y a la clause X10 du contrat qui n'est plus applicable, on rentre en négociation. Et puis, un point qui est aussi très, très, très souvent privilégié, c'est le fait de dire scrogneux, on a un planning, on va le tenir et c'est ça qu'on va faire. Alors, les méthodes agiles, c'est prendre un petit peu le contre-pied de tout ça. Aux outils et processus, on va plutôt s'appuyer sur les individus et sur leur interaction. C'est-à-dire qu'on va former des petites équipes, des petits noyaux d'équipes relativement autonomes et indépendantes et qui vont avoir en charge un délivrable sur une période très courte, un livrable intermédiaire sur une période très courte. C'est donc pour ça que dans les méthodes agiles, on recherche des solutions intermédiaires fonctionnelles. Le projet dont je vous ai parlé il y a 2 minutes là, on n'a eu aucune solution intermédiaire fonctionnelle. Ça devait marcher, paf, comme ça, au moment où on sort le produit, il devait marcher de manière merveilleuse. Honnêtement, on a mis 5 mois à le faire marcher. Alors que si vous écoutiez le chef de projet, ça allait marcher du premier coup, tout était prévu. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est trouver des solutions intermédiaires fonctionnelles, faire des maquettes, des petits bouts, des petits trucs qui montrent, ah ouais, ça fonctionne. Boum, ce petit truc, il fonctionne. Alors effectivement, c'est qu'un petit truc, c'est qu'une partie du produit, c'est qu'une partie du service. Mais au moins, ça fonctionne. Et en plus, on peut le montrer au client. Donc la solution intermédiaire fonctionnelle, c'est consubstantiel de l'agilité. C'est très, très important. Et au lieu de négocier contractuellement avec le client, on l'informe en continu, c'est-à-dire qu'on collabore en continu, on fait du co-engineering avec le client. Alors de temps en temps, on est bien obligé de revenir à des notions contractuelles, si en particulier notre budget dérive à cause de cette collaboration. Mais entre un client qu'on vient voir dans le bleu, qui n'a pas été informé de ce qui se passait sur son projet depuis 2 mois, et auquel on vient gratter à sa porte, on dit « Vous allez rire, monsieur le client, on a une dérive budgétaire de 50% sur votre projet. On vient ici pour vous demander de l'argent. » Ah ben, je ne sais pas si ça va très bien se passer, cette négociation contractuelle, parce que le gars, il va se crisper sur son truc. Alors que si vous avez fait une implémentation agile et vous l'avez informé en continu, plus vous l'avez mouillé en continu dans les livrables intermédiaires en disant, voilà, moi, je vais livrer ça à telle date. Ça, c'est un livrable intermédiaire. Rendez-vous dans 15 jours, rendez-vous dans un mois, on aura autre chose à vous montrer. Et si à ce moment-là, vous dites, ah oui, on avait prévu de vous montrer quelque chose, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut réduire la dérive? Cette collaboration avec le client, elle est précieuse. Et enfin, l'adhérence à la planification, eh ben non. Vous avez compris que ce que moi, je veux vous communiquer aujourd'hui, c'est la réponse au changement. Aujourd'hui, on est justement dans une situation de changement. Au lieu de dire scrogneux, je vais suivre mon plan tel qu'il était, non. Je suis souple, je suis agile, je réponds au changement.
Donc, comme vous l'avez compris, l'intérêt, il est très important déjà dans le déroulement normal d'un projet. Donc, les livrables multiples, je ne vais pas y revenir. La grande autonomie de l'équipe, je reviens sur ce que je vous disais, l'humain mis en valeur, utilisé au mieux, valorisé. Vous avez une équipe, vous lui laissez la main, vous la laissez bosser pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, et vous revenez au résultat. Et ils se sont organisés eux-mêmes. J'ai un slide si, pour ceux que ça intéresse, j'ai un slide qui explique ça. Je le ferai plutôt dans la partie questions-réponses. Je ne veux pas vous saouler avec cette partie-là, mais j'ai un slide qui explique ça très très bien. C'est une méthode Scrum. Et puis, le contrôle de l'exécution, il est simplifié. Si vous avez un sprint, si vous avez une courte période de projet, d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, c'est beaucoup plus facile de savoir si on a réussi cette courte période ou si on ne l'a pas. Alors que si on se donne rendez-vous tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous avez une ribambelle de slides, vous avez tout un tas de trucs qui sont passés sur le projet, des positifs et des négatifs, ça va être noyé dans un flot d'informations. Deux choses. Premièrement, votre donneur d'ordre, il ne va pas être vraiment capable de contrôler si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Deuxième chose, alors ça, à la limite, c'est vous qui voyez, mais si vous voulez noyer le poisson, faire un peu ce qu'on appelle le bullshitting, ben vous avez tellement d'informations que vous allez pouvoir noyer ce qui ne s'est pas très très bien passé dans le projet comment dire, dans un flot d'informations dont certaines seront pertinentes et certaines pas. Et puis évidemment, vous m'avez compris, en cas d'incident de projet, d'impondérable comme celui qu'on vit actuellement, de changement de trajectoire, de dérive temporelle ou budgétaire, si vous êtes prêt à changer, eh bien vous allez changer. C'est pas grave. Le changement, ça fait partie de la culture de l'équipe, vous l'avez déjà insufflé. L'impondérable, c'est moins source de stress. On met en place très rapidement des actions correctives, coup de poing, des opérations commando pour corriger ce qui peut être corrigé. Et on obtient à nouveau rapidement des résultats mesurables. Et donc, je vais m'arrêter là-dessus, mais vous l'avez compris, soyez agile dans vos projets. Soyez agile, soyez non pas réticent au changement, non seulement acceptez le changement, mais prenez-le comme une source premièrement, d'excitation supplémentaire. J'insisterai aussi sur le fait que un client qui voit un gestionnaire de projet accepter les changements et les gérer, c'est un client qui est fidélisé parce que c'est un client qui n'ira pas voir ailleurs parce qu'il saura que les projets avec vous, il peut s'être trompé dans sa spécification, il peut vous fournir des informations au fur et à mesure du projet, vous serez capable de réagir. Donc soyez agile. J'en ai terminé. Je voulais vous remercier bien sûr de vous tous pour votre présence. Je veux remercier Albert Uderzo pour lui avoir emprunté Astérix et Obélix et puis mon grand-père pour le gros bon sens parce qu'on n'est jamais que l'héritage des générations précédentes. Puis c'est le moment pour vos questions et puis un échange plus informel. Je reste en ligne et je vous écoute. Merci à tous. Alors François, merci beaucoup. C'était très intéressant, très bien expliqué. Je regarde s'il y a des questions. Alors, la réussite d'une gestion de projet dépend d'une culture qui doit grandir au sein d'une société, connaissance des outils et des problématiques, mais comment faites-vous pour faire naître et vivre dans le temps cette culture et non apporter uniquement le temps d'un projet? Donc, C'est une bonne question. Je vais répondre sur deux aspects. Premièrement, quand vous le faites déjà le temps d'un projet, c'est le learning by doing. C'est-à-dire que si vous l'avez fait sur un projet et que ça a bien fonctionné, vous avez déjà un noyau de personnes à l'intérieur de l'entreprise. Quand j'interviens dans une entreprise, par exemple, je communique cet état d'esprit et je le communique à un noyau de personnes qui, elles, après coup, vont être capables, entre guillemets, d'évangéliser l'entreprise et de communiquer ce savoir-faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose, c'est que quand vous l'avez fait une fois, ça aide. Le deuxième, c'est que, au contraire c'est pour ça que j'aime pas tellement le terme de consultant. Quand j'interviens avec une entreprise, c'est en général sur le long terme. C'est-à-dire que je préfère avoir des interventions un peu distantes
et que ça soit échelonné dans le temps sur 6 mois, un an et demi. Actuellement, le projet sur lequel je suis, ça dure depuis 3 ans. Ça dure depuis 3 ans. Et donc, je suis sur ce projet depuis 3 ans. Et donc, j'essaye d'infuser ces priorités, cette culture de projet sur le long terme, par imprégnation. François, vous diriez combien de temps pour faire naître cette culture dans une entreprise pour qu'elle apporte? Alors, ça dépend un petit peu de la taille de l'entreprise. Sur une PME, typiquement, si on se voit régulièrement pendant 6 mois, un an, ça ne veut pas dire être à temps plein pendant 6 mois, un an, mais si on se voit pendant 6 mois, un an, on a des chances justement d'infuser cette culture. Sur une entreprise de taille plus importante, il faut le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire vous avez compris que je suis très main dans le cambouis, on va le faire sur un projet pilote. Et puis ensuite, on va le développer peut-être au niveau du COMEX de l'entreprise, quand elle est plus grande. On va travailler avec la direction pour adapter ces bonnes pratiques et en faire quelque chose de plus formalisé, de plus diffusé dans l'entreprise. Dans ces cas-là, c'est plutôt ce qui se passe actuellement sur les projets, c'est plutôt 18 mois, 2 ans. Très bien, merci. Je pense que ça répond parfaitement aux questions. Pour l'instant, pas d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes si vous avez des questions. Néanmoins, il y a toujours la possibilité, après le webinaire, de nous recontacter, de vous recontacter également, François. Bien sûr. J'avais eu aussi une demande par rapport à votre présentation. Est-ce qu'on va pouvoir la publier, l'envoyer Oui, aux absolument. C'est présentes? un point qui est important. C'est du partage de savoir. Je ne fais pas du tout ça en mode gourou parce que comme je vous disais, celui qui a la science infuse, en général, ça résiste pas beaucoup à l'examen. Donc, c'est du savoir qui est entre guillemets du domaine public. Je n'ai aucun problème pour diffuser ça parce que l'implémentation de ça, je sais que je ne perturbe pas mon business, entre guillemets. Il faut très souvent quelqu'un pour vous aider à le mettre en place. Donc, c'est entre guillemets de la publicité que je fais pour ma propre entreprise. J'ai aucun problème pour vous laisser cette information. Alors, une dernière question. Mettre en place un outil de suivi de projet est complexe. Quelles sont les étapes pour réussir un tel challenge? Euh, les étapes, comme je disais, c'est très souvent dans la préparation que vous allez les trouver, dans le dialogue avec le sponsor, avec les stakeholders. Il n'y a pas de formule magique puisque ces étapes, elles sont assez fortement dépendantes du contexte réel du projet. Comme je vous disais, celui qui vous amène une méthode en mode gourou, bon, il y a peu de chances que ça fonctionne. C'est dans le questionnement initial que les étapes, elles vont sortir naturellement. Je prends un exemple. Je vous ai dit de multiplier les livrables. Donc, vous partez de votre livrable final, vous dites, OK, qu'est-ce que je dois mettre en place comme livrable intermédiaire qui vont me garantir l'atteinte de ce livrable final? Vous avez déjà vos milestones, vos jalons de projet qui vont tomber tout seuls. Et quand vous avez les milestones, vous allez pouvoir les planifier dans le temps et vous allez pouvoir estimer les ressources dont vous allez avoir besoin, point par point, pour atteindre ces différents jalons. Donc, l'outil de suivi de projet, là encore, c'est une des choses qu'on propose à Aptech, hein, c'est de construire ces outils de suivi de projet dès le début avec vous, de telle manière à ce qu'ils soient adaptés à votre réalité. Parce que l'outil de suivi de projet magique qui marche dans tous les cas, je suis désolé, j'y crois pas du tout. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parce que c'est extrêmement vaste en fait. Oui, je pense que c'était déjà un bon début de réponse. De toute façon, je vois qu'il y a aussi quelques personnes peut-être qui souhaitent vous recontacter par la suite. On fera passer vos coordonnées, bien sûr. Avec plaisir. Je vérifie s'il y a quelque chose d'autre. Alors, juste un petit, là aussi pour les
les personnes qui sont peut-être pour l'essentiel basées au Vietnam. Ce séminaire, il devait avoir lieu, ce petit séminaire, ce petit exposé devait avoir lieu en présentiel à Hanoï au départ, voire à Ho Chi Minh. Donc on on avait pensé mettre ça en place avec Sophie il y a quelques mois quand j'ai visité Hanoï. Stay tuned. J'étudie, c'est ce que je disais à Sophie offline. J'étudie la possibilité de monter une branche d'Aptech au Vietnam. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer en plus. Eh bien, écoutez, vous êtes le bienvenu. La Chambre de commerce vous accueillera dès votre prochaine visite. Avec plaisir, Sophie. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Je vais juste reprendre l'écran si vous le voulez bien. Très rapidement pour parler des prochains séminaires, webinaires même, qui auront lieu la semaine prochaine, donc le 12 mai, mardi. Nous avons un webinaire avec McKinsey, BNP Paribas et United Nations, The New Normal for Vietnam, Challenges and Opportunities. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet pour vous inscrire. Et le 13, mercredi, nous avons un webinaire sur les 5 clés de la réussite personnelle et professionnelle par Praxis. Donc voilà, ça c'était le petit moment, la petite annonce pour les webinaires à venir. Merci beaucoup François, c'était très intéressant. C'était un plaisir aussi pour moi de partager avec vous pendant ce moment. J'espère que vous allez tous bien et que vos business vont bien se développer dans les mois et les semaines qui viennent. Très bien. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée à Hanoï et au Vietnam. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir.